Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir sur notre plateau un invité de marque dont le nom résonne avec l'une des figures les plus emblématiques de la littérature française du XXe siècle, Denis Westhoff. Denis Westhoff, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes le fils unique de Robert Westhoff, un ancien mannequin américain, et de Françoise Sagan, dont l'œuvre continue de fasciner des millions de lecteurs à travers le monde. Denis Westhoff, vous êtes bien plus qu'un héritier. Vous êtes le gardien vigilant d'un patrimoine littéraire immense et un acteur engagé dans la pérennisation de la mémoire et de l'œuvre de votre mère. Comment ne pas évoquer Françoise Sagan sans citer quelques chiffres qui donnent la mesure de son impact? Son premier roman, Bonjour Tristesse, publié en 1954 alors qu'elle n'avait que 18 ans, fut un phénomène littéraire instantané, vendu à plusieurs millions d'exemplaires et traduit dans des dizaines de langues. Au total, Françoise Sagan est l'auteur d'une œuvre prolifique comptant plus de 40 romans, une dizaine de pièces de théâtre et de nombreux essais et nouvelles. Ces livres se sont écoulés à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde, faisant d'elle l'une des écrivaines françaises les plus lues et les plus adaptées au cinéma. Au décès de votre mère en 2004, vous décidez de reprendre son héritage malgré une succession déficitaire. Denis Westhoff, aujourd'hui, vous êtes seul administrateur de l'œuvre de votre mère. Vous vous employez avec passion à faire vivre son œuvre. Alors, nous allons voir ensemble votre propre parcours, mais aussi de quelle manière vous avez relevé le défi d'accepter une succession bien complexe pour préserver le patrimoine littéraire de Françoise Sagan. Alors, Denis Westhoff, pour commencer, rappelons qui est Françoise Sagan. Donnez-nous votre regard de ce monstre sacré de la littérature française. Bonsoir, merci. Je suis très sensible et très touché de votre présence ce soir, ici, pour venir m'écouter. Alors, Françoise Sagan est une jeune fille d'une fratrie de 3 enfants qui était cadette et qui a eu la chance de tomber dans une famille des parents extrêmement bienveillants, extrêmement gentils et surtout extrêmement spirituels. Elle a eu des parents qui étaient des gens extrêmement libres et intelligents. Et bien qu'elle ait grandi pendant la guerre, elle a eu la chance de vivre avec des parents très aimants, un frère et une sœur qui étaient très, très attachés. Et on peut dire que Françoise Sagan a eu le privilège de connaître dès l'enfance une protection de l'amour, de la tendresse et beaucoup de stimulation intellectuelle. Elle a eu une mère qui était très cultivée, un père qui était aussi assez cultivé. Et à la maison, dans son enfance, on parlait beaucoup de livres, de théâtre. Et voilà, Françoise Sagan a eu une enfance, malgré la guerre, je le répète, heureuse. Et puis elle a grandi à Paris. Elle a eu une scolarité parfois un peu compliquée parce qu'elle était très dissipée. C'était une jeune fille très originale qui avait beaucoup d'esprit, qui avait un esprit très libre. Et elle refusait parfois de se soumettre à certaines conditions, certaines règles d'autorité dans certains lycées qu'elle a fréquentés, certains collèges plutôt. C'est une jeune fille qui adorait les livres, qui adorait les mots. Dès l'âge de 6-7 ans, elle a commencé à lire. Cette passion pour les mots l'a conduite à lire énormément donc. Et à force de lire, elle a voulu ressembler à ces auteurs qu'elle aimait. Et elle a décidé un jour, je ne sais pas lequel, de devenir écrivain. Et à 17 ans, elle a écrit ce livre, Bonjour Tristesse, sans penser une seconde que ce livre allait provoquer une telle déflagration. Et ce livre a eu un succès absolument phénoménal. Et elle est devenue, en l'espace de quelques semaines, un phénomène mondial, une star connue dans le monde entier.
Et elle était tout à fait surprise et très étonnée de l'impact de ce livre. Quelle mère était-elle? Dans votre livre Sagan et fils aux éditions Stock, vous nous partagez des anecdotes, des moments forts, gais ou douloureux même, des conversations intimes. Quelle est l'ambition au fond de ce livre, de dire votre vérité sur Sagan? Oui, l'ambition du livre, c'était de dire une certaine vérité, en fait ma vérité, En tant que fils. en tant que fils, puisque je l'ai connu de manière intime pendant des années. On a cohabité 20 ans tous les deux. Et on avait la chance d'être très complices et de s'entendre parfaitement et d'avoir des esprits. On riait beaucoup tous les deux, on s'amusait beaucoup, on avait les mêmes goûts pour beaucoup de choses, Complice. les mêmes idées. Complice. On était très complices. Voilà. Et donc ça a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé parce que forcément on a pu parfois bavarder jusqu'à 5-6 heures du matin, avoir des très grandes conversations sur tous les sujets, sur Dieu, sur la politique, sur l'amour, sur la mort, sur la vie, sur certains écrivains. Elle n'était pas une mère à confiture, elle n'était pas une mère qui se levait à 7 heures du matin pour me faire mon chocolat et me faire mes tartines, ça c'est sûr. Mais elle était une mère extrêmement attentive à mes études, à mon éducation. Elle prenait le soin de faire les devoirs avec. Elle faisait attention à mes devoirs, bien sûr, mais elle faisait surtout très attention à être présente, parce qu'elle trouvait toujours un moment le soir pour me voir lorsque je rentrais de l'école et qu'on puisse discuter, échanger, passer un petit moment ensemble. Voilà. Alors justement, Françoise Sagan était prise de liberté, de joie de vivre, et était extrêmement prônée la tolérance. Donc comment ces valeurs, qui sont chères à votre mère, ont-elles façonné votre propre personnalité et votre approche de la vie? En fait, je n'ai connu que ma mère, si je puis dire. J'ai grandi dans une maison où la liberté, l'humour, l'esprit, la conversation et parfois les farces, parce qu'elle adorait faire des farces, étaient la règle. Donc je n'ai pas eu d'autre modèle, si vous voulez, que ce modèle-ci. J'ai eu la chance de croiser tous ses amis, tous les gens qui venaient la voir. Elle avait beaucoup de gens, comme des gens comme Robert Hirsch, comme Jacques Chazot, il y avait des gens que vous ne connaissez pas, mais qui étaient des gens qui avaient toujours beaucoup d'esprit, qui étaient toujours drôles, qui étaient toujours prêts à rigoler. Et elle, pour elle, ce qui était essentiel, c'était ça, c'est d'avoir avoir des gens qui étaient gays, qui changeaient un petit peu des conventions, qui étaient des gens parfois un peu marginaux, dans leur esprit en tout cas. Et donc j'ai vécu avec des gens extrêmement libres et extrêmement dans l'idée de s'amuser. Et donc vous êtes également photographe. Donc j'aimerais savoir quel est votre univers artistique, quel est votre regard? Mon regard. Votre regard. C'est-à-dire, pardon, Votre identité artistique. Mon identité artistique. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui vous passionne dans la photographie? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Dans la photographie, la photographie m'est venue en fait du fait de ma mère, parce qu'à l'époque, elle avait beaucoup de gens qui venaient la photographier, des journalistes, des reporters, parfois des photographes d'art, qui venaient faire des portraits d'elle, et j'étais fasciné par l'objet, appareil photo. Et donc depuis tout petit, enfin depuis l'âge de 13-14 ans je pense, j'ai été fasciné par cet appareil photo, et j'ai voulu en faire mon métier, enfin j'ai voulu m'en occuper, en faire une vocation, parce que j'adorais les images. Et je suis venu à la photographie paradoxalement bien plus tard, lorsque j'ai eu une trentaine d'années. J'ai rencontré un grand photographe qui faisait beaucoup de photographies de nature morte et qui m'a appris tout le métier de la technique photographique en fait. Et donc je suis devenu photographe sur le tas, et j'ai d'une certaine manière été inspiré par ce photographe qui m'a appris la façon de regarder un objet. Et donc, je peux dire que mon style photographique est en partie inspiré de sa façon à lui de travailler, de photographier. En fait. Voilà, mais pour moi, l'idée d'identité photographique,
C'est une question un peu difficile, je ne sais pas très bien. C'est un style particulier, c'est un style personnel, voilà. Je ne sais pas très bien comment répondre. Vous avez votre style personnel, voilà, unique. Il est difficile à définir, je dirais. Alors en 2004, au décès de votre mère, vous aviez deux choix. Soit d'accepter la succession, soit de la refuser, sachant qu'elle était lourdement déficitaire, estimée à 1 million d'euros de dette. Et vous avez choisi, après avoir mûrement réfléchi, j'imagine, d'accepter, non, c'était une évidence, d'accepter cette succession. Alors, quelle était justement votre motivation, votre force motrice derrière cette décision? Y a-t-il eu un moment justement où vous aviez envisagé de refuser cet héritage, où c'était vraiment une évidence? Non, à vrai dire, c'était vraiment une évidence. J'ai pas réfléchi. J'ai pris cette décision de manière consciente du risque, et pour des raisons morales et pour des raisons affectives en fait. Des raisons affectives parce que bien sûr je l'adorais, et des raisons morales parce que je considérais qu'on s'était très mal conduit avec elle à la fin de sa vie, et qu'elle méritait autre chose que le destin qui lui était réservé, c'est-à-dire que l'ensemble de ses romans soit vendu aux enchères, parce que c'est ce qui allait se passer. Comme elle était débitrice de ce montant que vous venez de mentionner, l'État français aurait vendu ses œuvres à la bougie, enfin aux enchères. Et ça, pour moi, il n'en était pas question, parce que je trouvais que c'est d'abord, du point de vue de son œuvre, c'était la perte définitive de son patrimoine, parce que tout aurait été éparpillé aux quatre vents. Et à partir de là, il aurait été impossible d'exploiter ses livres. Et d'autre part, je considérais que, pour des raisons strictement affectives, c'est affreux, quoi. Pour moi, c'est un démantèlement, si vous voulez, d'un patrimoine qui me paraissait important et auquel je tenais, par le cœur, si vous voulez. Voilà. Donc je me suis opposé à ça. Donc j'ai pas réfléchi. J'ai dit non. Vous avez dit non, j'accepte. J'accepte effectivement, c'est par finalement, au-delà de la symbolique, pour préserver l'intégrité, vous le disiez, de cette œuvre de Françoise Sagan. Alors, vous avez mené une bataille juridique contre les éditions Julliard pour le non-respect de l'obligation d'exploitation des œuvres de votre maman. Pouvez-vous nous expliquer la teneur de ce procès, ses enjeux, et surtout comment cette victoire a impacté la relance de l'œuvre de Françoise Sagan? Puisqu'aujourd'hui, les relations avec les éditions Julliard sont apaisées, je suppose. Oui. Heureusement. Alors, le procès contre les éditions Julliard, pour cette cause qui est non-exploitation d'une œuvre, sachant que les éditeurs ont pour obligation, une fois qu'ils signent un contrat avec un auteur, d'exploiter cette œuvre et de s'en occuper, de le vendre, enfin, de vendre des livres. En l'occurrence, les dernières années de ma mère ont été très difficiles du point de vue moral, du point de vue physique. Elle avait des problèmes de santé qui étaient dus, comme vous pouvez l'imaginer, à ses excès. Et elle a eu des problèmes parce qu'elle a perdu en fait sa meilleure amie, son meilleur ami. Elle a perdu tout le monde en quelques années. Donc elle était dans un état moral extrêmement grave. Elle était complètement déprimée. Et du fait de cet état moral, elle était sujette à des addictions, que vous savez aussi. Donc ça n'arrangeait rien, si vous voulez. Et pour couronner le tout, elle est tombée un jour d'une chaise en voulant accrocher un tableau. Et elle s'est cassé le col du fémur. Et de ce jour, elle s'est retrouvée handicapée. On a mal soigné, on a mal soigné sa hanche. Et de fait, elle s'est retrouvée immobilisée, pour ainsi dire. Et donc ça a été tragique pour elle, parce que c'était une femme qui adorait vivre, qui adorait se promener, qui adorait aller voir ses amis, qui adorait aller dîner, qui adorait aller se balader, quoi. Et donc, ça a accru encore son état de dépression, si vous voulez. Et de fait, elle avait en plus de tout ça des problèmes financiers. Donc, les impôts saisissaient les revenus de ses œuvres à la source, c'est-à-dire chez les éditeurs. Ce qui fait que l'argent partait directement aux impôts et elle ne touchait rien. Et donc, elle savait que si elle écrivait un livre, de toute façon, les revenus de cette œuvre, elle n'en verrait pas la couleur.
Donc elle s'est dit, eh ben, ça sert à rien que j'écrive, parce que de toute façon, ils vont tout me prendre. Donc elle était vraiment, la pauvre, au fond du trou. C'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai accepté cette succession d'ailleurs, parce qu'elle était vraiment trop malheureuse. Attendez, je ne sais plus où j'en étais, pardon. Le processus par rapport aux éditions. Ah oui, alors donc, elle était très très en dessous, elle était au fin fond du trou, et de ce fait, elle ne s'occupait plus du tout de ses œuvres. Et elle ne refaisait plus de journaliste, elle ne faisait plus d'émissions radio, elle ne faisait plus d'émissions de télé, elle n'écrivait plus. Et de fait, on s'est éloigné d'elle. Et puis elle vivait un petit peu enfermée aussi. Elle vivait chez une amie qui l'avait un petit peu cloîtrée, qui l'a empêchée de voir ses amis, qui l'empêchait de sortir, etc. Donc elle a coupé les ponts avec tout le monde, elle a coupé les ponts avec ses éditeurs. Et de fait, il y a une sorte ces relations se sont délitées, si vous voulez. Elle a perdu le fil de sa vie professionnelle, si vous voulez. Et donc les éditeurs se sont dit, bon, Sagan, de toute façon, on la voit plus, elle est au fond de son lit, elle ne s'occupe plus de rien, donc on va plus s'occuper de ses œuvres. Et les éditions Julliard, à l'époque, avaient choisi de ne plus éditer ses livres, à l'exception de Bonjour Tristesse et d'Aimez-vous Brahms, et de laisser en jachère le reste de ses titres. Et moi j'ai regardé, à l'époque, il y avait une émission, il y avait Guillaume Durand qui faisait une émission littéraire, et qui disait qu'il allait pendant l'émission, il allait de toute façon on ne trouve plus un seul roman de Sagan dans la librairie parce que plus rien n'est édité. Et ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et après son décès, une fois que j'ai pu reprendre les choses en main, j'ai fait une sorte d'état des lieux de son édition, si je peux dire. Et effectivement, je me suis aperçu que la grande majorité de ses livres n'étaient plus exploités du tout. Et donc, j'avais à l'époque un jeune avocat qui était très brillant. Et on a décidé ensemble d'attaquer Julliard pour la non-exploitation de ses œuvres. Et donc, on a fait un procès qui a duré un certain temps, qui s'est moyennement passé, parce qu'on n'a pas réussi à gagner tout ce qu'on avait demandé. Mais on a au moins réussi à relancer l'édition de l'ensemble de ses titres. Voilà. Donc ça a été un succès, parce que moi, on avait demandé au départ à pouvoir récupérer l'ensemble de ses droits d'auteur. Et c'était impossible. Alors, le parcours pour assainir la situation financière de la succession de votre mère a duré plus de 14 ans. Ouais. Quels ont été les moments de doute peut-être que vous en avez eu quand même sur ce parcours. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon malgré les difficultés? Vous avez eu des rencontres aussi, mais vous aviez votre force intérieure, j'imagine, et aussi des jolies rencontres. Oui, j'ai dès le début été comment dire, pris par une forme de ténacité, une forme d'énergie que je ne me connaissais pas d'ailleurs, qui m'a tenu, qui m'a poussé, qui m'a donné envie d'aller au bout de cette aventure, si on peut appeler ça une aventure, parce que j'avais vraiment envie de bousculer ces gens. On peut parler de combat? On peut parler d'un combat. Je me suis notamment beaucoup battu parce que dans cette dette de 1 million d'euros, il y avait une créance publique, qui était la créance de l'État, qui était les impôts qu'elle n'avait pas payés, qui étaient majorés, etc. Il y avait des pénalités, des majorations. Et il y avait aussi des créances privées, parce qu'elle avait un certain nombre d'avocats, de médecins, de personnel qui travaillaient pour elle, qu'elle n'avait pas pu payer, puisqu'elle ne touchait plus rien à la fin de sa vie. Et donc, le jour où j'ai accepté la succession, j'ai eu des coups de téléphone de gens, de lettres recommandées, de gens qui me disaient vous me devez tant, vous devez payer, etc., indépendamment des impôts. Donc ça a été infernal, ça a été très dur, hein, parce que moi, je n'avais pas le premier sou devant moi, je ne sais vraiment pas comment j'allais payer tous ces gens. Et je disais aux gens, il faut attendre, parce que je vais relancer l'exploitation des œuvres, et avec l'exploitation des œuvres, l'argent va rentrer, et avec l'argent, je vais pouvoir vous payer. Entre-temps, j'avais cet avocat qui était formidable, et qui arrivait à négocier à la baisse toutes les créances. Il a été merveilleux, il m'a vraiment
On a vraiment réussi à baisser. Et avec l'État, ça s'est passé Et alors comment? avec l'État, ça a Avec été. Bercy? Alors avec l'État, ça a été beaucoup moins facile parce que l'État français ne voulait pas négocier. Moi, j'ai dit aux impôts, écoutez, laissez-moi reprendre les œuvres, laissez-moi rééditer ces œuvres, et je vous promets, je vais avoir de l'argent et je vais vous payer. Et ça, Bercy ne voulait pas l'entendre. Et à l'époque, c'était Thierry Breton qui était ministre des Finances, et c'était pas du tout commode, parce que c'était pas un homme commode. Et j'ai eu la chance de faire une rencontre vraiment absolument incroyable à l'automne de 2007, je crois, je ne sais plus, enfin très bien, je crois que c'est l'automne 2007. J'ai rencontré quelqu'un qui était un avocat qui m'a permis de connaître Nicolas Sarkozy. Et il m'a dit, je ne connaissais pas Nicolas Sarkozy à l'époque, et il m'a dit, il faut que tu écrives une lettre à Nicolas Sarkozy, que tu lui expliques ton cas. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy n'était pas président, il était ministre de l'Intérieur, mais il allait devenir président. Et il m'a dit, tu écris une lettre à Sarkozy, tu lui expliques ton cas, et lui, normalement, il devrait pouvoir t'aider. Et donc j'ai écrit cette lettre à Nicolas Sarkozy, lui disant que j'étais désespéré parce que la situation de ma mère était insoluble, que je n'arrivais pas à rentrer en relation même avec les gens de Bercy. Ils ne voulaient même pas entendre parler de moi. Et donc j'ai écrit cette lettre, et M. Sarkozy est devenu président au printemps. Il m'a écrit une lettre avant l'été, me disant je ne vous oublie pas, je m'occupe de vous. C'était encourageant pour vous? C'était très encourageant, c'était plus qu'encourageant. Une belle piste. C'était une superbe piste. Et j'ai reçu une lettre de Bercy au mois de septembre, après son élection, en me demandant de venir pour faire une réunion avec tous les gens responsables qui s'occupaient des dettes de ma mère, pour envisager un remboursement de cette dette. Il y avait un échelonnement à prévoir. Alors on a mis sur pied un plan d'échelonnement un moratoire, un remboursement de cette dette. Ils m'ont dit même, il y avait un conseiller de Bercy qui m'a dit on applique le même moratoire pour votre mère que pour les grands footballeurs. Parce que les grands footballeurs gagnent beaucoup d'argent très vite et généralement ils dépensent aussi vite. Ils font absolument pas de trésorerie pour payer leurs impôts. Et donc ils m'ont appliqué un programme qui a très bien fonctionné. Donc j'ai signé un protocole avec le ministère des Finances qui m'a permis d'envisager le remboursement de cette dette sur un long terme, puisque en fait je remboursais Bercy au fil de mes revenus. C'est-à-dire que quand je touchais par exemple 10 euros, je donnais 4 euros au ministère des Finances pour rembourser la dette. Et sur les 6 euros qui me restaient, je devais malheureusement payer l'impôt sur le revenu, sur les 10 euros que j'avais perçus. Vous voyez, donc c'était très ric-rac pendant 10-12 ans, c'était vraiment ric-rac. Mais vous y êtes arrivé? Mais j'y suis arrivé, voilà. Bravo. Et grâce à Nicolas Sarkozy, grâce à qui j'ai pu entrer dans le ministère des Finances, et avoir cette réunion qui était vraiment impressionnante, parce que ma mère avait cumulé des dettes dans toutes les trésoreries je dirais pas de France et de Navarre, mais presque. Elle avait fait des impôts à Honfleur, des impôts dans le Lot, elle avait fait des impôts dans le 5e arrondissement, le 6e arrondissement, le 7e arrondissement, le 8e arrondissement. Elle avait fait des dettes partout. Et ils ont su vous retrouver? Ah ben oui, évidemment, ils savaient exactement le montant de toutes ces dettes. Oui, cumulé arrivait à peu près 1 million d'euros. Et il y avait certaines trésoreries qui étaient beaucoup plus endettées que d'autres. Vous aviez 10 ans, mais heureusement, ils m'ont fait confiance. Donc, 2 jolies rencontres. Un politique, un avocat, un juriste et un éditeur maintenant. Oui. Alors, fort de ces négociations qui avaient bien tourné, je me retrouvais avec maintenant une grande partie des œuvres de ma mère qui étaient inexploitées. Parce que je ne vous ai pas tout dit. En fait, ma mère avait essentiellement travaillé avec 2 éditeurs au fil de sa vie, avec Julliard, qui éditait Bonjour Tristesse au tout début. Elle a quitté Julliard dans les années 68-70 pour aller chez Flammarion. Et avec Flammarion, ça s'est très mal passé. Au bout de quelques années, il y a eu une fâcherie entre elle et Flammarion, ce qui fait que Flammarion avait totalement enterré son œuvre. Donc j'ai dû récupérer les droits d'auteur de Flammarion. C'était pareil, il y avait 12 romans.
Et il fallait absolument que je relance l'exploitation de ces livres. Donc je suis allé, avec ces 12 livres sous le bras, si je puis dire, aller taper aux portes de tous les éditeurs pour leur demander de bien vouloir rééditer Françoise Sagan. Et comme je vous dis, à cette époque, Françoise Sagan était dans un creux. Enfin, elle était décédée, mais elle était, comment dire, moins reconnue. elle était plus reconnue. On parlait plus d'elle, elle était un petit peu passée dans l'ombre. Et moi, j'ai essayé de convaincre les éditeurs que François Sagan était un auteur formidable, un grand auteur classique et qu'il fallait absolument la rééditer. Et j'ai dû faire vraiment 8 ou 9 éditeurs, grands éditeurs parisiens, qui me disaient oui, qui me disaient non. Ils me disaient oui, on veut bien le livre de poche, mais on ne veut pas rééditer en grand format. Et finalement, j'ai rencontré un éditeur qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui était un éditeur qui éditait les éditions Stock à l'époque, qui travaillait chez Stock, qui était le patron des éditions Stock. Et le jour où je suis allé le voir, c'était un vendredi après-midi, je suis rentré dans son bureau, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Je savais que tu allais venir me voir. et tu peux compter sur moi, on va rééditer toutes les œuvres de ta mère. » Il m'a fait ça, il m'a dit ça en 5 minutes, c'était une sorte de délivrance et un immense bonheur. En plus, c'était un grand éditeur et en plus, c'était un garçon charmant. Et voilà, il m'a dit, tu viens lundi, tu viens le mardi, parce qu'on va signer tous les contrats, on va signer les 12 contrats d'édition. Et moi, j'en revenais pas, et lui non plus, apparemment. Et donc, mardi, je suis revenu chez Stock. Mardi matin, j'avais rendez-vous pour signer les contrats. Et il était là, et il m'a dit, écoute, je suis vraiment content que tu sois là, parce que je n'étais pas sûr que tu reviennes. Donc, ça a vraiment été un homme formidable. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ces 3 rencontres au cours de cette longue bataille qui m'ont vraiment permis de sortir la tête de l'eau. Magnifique, en tout cas on peut applaudir, hein. C'est vraiment un beau combat. Mais c'est pas fini, on continue. Et aujourd'hui, comment ça va, Denis Westhoff? Comment ça va? Vous êtes le seul détenteur et gestionnaire de l'intégralité des œuvres de François Sagan. Comment se gère au quotidien un tel patrimoine littéraire et artistique? Vous êtes, j'imagine, régulièrement sollicité pour l'exploitation des textes, des images. Alors, aujourd'hui, je peux dire que j'ai pris une certaine aisance dans ce métier d'ayant droit, parce que je suis ayant droit de l'œuvre de François Sagan. Au début, c'était un métier, j'étais assez impressionné parce que je ne connaissais rien aux pratiques de l'édition, je connaissais mal les droits d'auteur. Mais je me suis énormément renseigné, j'ai beaucoup lu de livres, j'ai lu des livres de code de la propriété intellectuelle par exemple, je me suis beaucoup informé et puis mon avocat m'a beaucoup aidé. Et donc je dirais que maintenant, la gestion de ces droits, pour moi c'est devenu une tâche quotidienne, donc je la vois avec moins d'appréhension, si vous voulez, et plus de facilité. Qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple, pour les droits? Elle a écrit 45 œuvres, en gros, entre le théâtre, les nouvelles, les romans. Elle a fait des adaptations pour le cinéma, elle a fait des biographies, et elle a fait un très grand nombre d'articles. Elle a écrit beaucoup d'articles dans la presse, parce qu'elle a été une femme engagée à 2 époques. Elle a notamment... je fais une parenthèse, elle a milité pour l'avortement dans les fin des années 60. Et puis elle a milité aussi pour l'Algérie, enfin voilà, elle a été engagée. C'est une femme sensible aux causes qui lui paraissaient troubles et qui lui paraissaient injustes, et elle était toujours prête à prendre sa plume et à défendre quelque chose qu'elle trouvait injuste ou qu'elle trouvait anormal. Voilà. Donc, alors, les adaptations, maintenant, depuis que l'œuvre connaît ce renouveau, si je puis dire, ce sont les éditeurs étrangers. Alors, il y a les éditeurs allemands, anglais, chinois, italiens, espagnols, polonais. Elle a à peu près 24 pays dans lesquels ces livres se vendent, ce qui peut paraître miraculeux aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à l'ère d'Internet et de Facebook et d'Instagram, on se demande encore comment les gens peuvent lire des romans classiques. Mais bon, je touche du bois tous les jours.
Pardon. Comment vous l'expliquez que justement son œuvre connaît ce renouveau et qu'il y ait une nouvelle notoriété, peut-être au niveau de générations qui ne l'ont pas connue, mais qui aiment la lire? Alors, je crois qu'il demeure malgré tout, dans le monde entier, un certain nombre de gens qui lisent, qui sont des lecteurs, qui sont des inconditionnels de la lecture, et que parmi ces gens, qui, je pense, aiment certainement certains auteurs français comme des grands auteurs américains ou des grands auteurs anglais, je pense que Françoise Sagan fait aujourd'hui figure d'un auteur connu, reconnu, un auteur classique, et que donc elle passe nécessairement entre les mains de ses lecteurs, et que le charme s'opère toujours. Et alors Denis, vous avez réussi votre pari, donc bravo. Et pour justement perdurer la mémoire de votre maman, vous avez créé 2 prix littéraires pour également oui. récompenser les générations futures. Oui. Donc vous avez créé la fondation du prix Françoise Sagan en 2009 et de l'association Françoise Sagan en 2010. Oui. Donc là, quels sont les objectifs et quel est maintenant le rayonnement de son œuvre grâce à ce prix? Je ne sais pas si on peut dire que le prix fait rayonner son œuvre. Je pense que c'est plutôt le contraire. Mais en fait, au moment de la succession, j'étais enseveli par les chiffres. On ne parlait que de dettes, de créances, d'argent, de créanciers, etc. Et moi, j'étais vraiment désolé de cette situation parce que ma mère détestait les chiffres. Et je voyais pas le jour où on allait sortir du tunnel et on allait enfin de nouveau parler de ses œuvres. Et j'ai une amie à l'époque qui m'a dit tu devrais créer un prix littéraire parce que ça permettrait de parler de nouveau de ta mère, de Sagan, autrement que par toutes ces questions de dette, de créances, etc. Et c'est vrai que la création d'un prix littéraire, que j'espérais prestigieux à l'époque, qui est sur le voie du prestige aujourd'hui, permet de faire une actualité Sagan tous les ans, parce que tous les ans il y a ce prix qui arrive au mois de mars, qui dure 3 mois, et qui a la particularité de récompenser un auteur qui n'est pas connu, mais qui a une très jolie plume, qui a du talent. Et donc on en parle généralement beaucoup dans la presse, puis on en parle sur les réseaux sociaux, et donc c'est un prix qui a beaucoup d'avantages, parce que non seulement il fait parler de Sagan, mais en plus il récompense un auteur qui est toujours très touché, très flatté de recevoir ce prix. Et alors, au travers de cette aventure, qu'est-ce que vous avez appris sur votre maman que vous ne saviez pas? Oh là là, ça c'est difficile. Ça c'est une question difficile. Peut-être que vous connaissiez. Ouais. Non, je connaissais pas, évidemment, je connaissais pas tout. Mais bon, c'est vrai que j'ai découvert des choses qui l'avaient beaucoup affectée, en fait, parce qu'elle était d'une extrême pudeur, et elle était très réservée. Elle ne me parlait jamais de ses questions d'argent, elle ne parlait jamais de ses questions professionnelles, et elle ne me parlait jamais de ses ennuis. C'était quelqu'un qui ne se plaignait jamais, en fait. Elle parlait jamais de ses malheurs, et elle m'avait caché énormément de choses, puisqu'à la fin, elle avait beaucoup d'ennuis. Donc elle Oui, me mais parlait c'était pas pour de vous ses ennuis. protéger. Voilà. Donc j'ai eu je peux dire que c'est la malchance de découvrir des choses qui étaient vraiment très noires après sa disparition. Voilà. Des questions que je ne vais pas vous évoquer aujourd'hui parce que c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant toujours, c'est d'apprendre sur soi-même. Est-ce que vous-même, vous avez appris quelque chose sur vous à travers ce parcours du combattant? Vous parliez tout à l'heure d'une force décuplée, alors que peut-être vous n'étiez pas... si, vous le saviez, au fond, que vous aviez cette énergie vitale pour sauvegarder cette œuvre. Voilà, c'est aussi un bilan sur vos années consacrées à cet héritage qui a découvert quelque chose, au fond, sur vous. Oui, en fait, je ne soupçonnais pas le fait que j'allais un jour reprendre cette succession et m'en occuper et avoir cette énergie décuplée, comme vous dites, et cette persévérance et cette ténacité et cette rage aussi parfois pour sortir cette succession du trou. Mais je vais faire une petite anecdote.
quand j'ai eu 20 ans, à un moment donné, je voyais beaucoup la sœur de ma mère, qui était une femme, qui était son aînée, qui était la sœur aînée, qui était charmante, et qui était aussi très cultivée, qui était aussi assez fantasque. Et un jour, je suis allé dîner avec elle, elle m'a présenté un couple de Marocains. Et la femme de ce monsieur marocain, comment dire, elle lisait dans les... Elle était voyante? Elle était voyante, voilà. Elle était plus que voyante, elle était juste pas là-bas. Et au moment du café, elle a pris dans ma tasse, elle a lu dans ma tasse du café. Alors que je la connaissais depuis 10 minutes. Et elle m'a tout dit. Elle m'a dit, elle m'a pas dit exactement ce qui allait se passer quand j'avais 40 ans, mais elle m'a dit, votre vie va être bouleversée à 40 ans par un événement très important. Et vous allez complètement changer d'orientation. Et vous allez avoir une nouvelle vie, un nouveau métier. Tout va changer. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire ce que vous allez faire. Et vous allez en tirer beaucoup de satisfaction pour vous et pour les gens autour de vous. Et voilà. Et c'était vraiment... Comme une mission. C'était un peu une mission. Mais c'était incroyable qu'elle me dise ça 20 ans avant, qu'elle me prédise ça. Alors pour parler actualité, pour conclure, l'année 2024 a donc marqué le 20e anniversaire de sa mort et le 70e anniversaire de la publication de Bonjour Tristesse. À ce titre, vous avez publié un très beau livre, Les années Sagan, avec plus de 200 photos. Quelle était votre intention? C'était de proposer encore un nouveau regard? Non, en fait, c'était pas de mon intention. C'était un éditeur qui m'a consulté, qui m'a contacté, consulté, et qui m'a dit ce serait pas mal de faire un livre pour les 20 ans de Bonjour Tristesse. Et à partir de là, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis on a commencé à travailler ensemble et on a fait la thématique du livre ensemble, on a fait les chapitres ensemble, et on a choisi les photographies ensemble. Et j'ai passé un été, il y a 2 ans, à écrire tous les textes. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce que on parle de sujets qui sont un peu moins connus du public. On parle de son théâtre, de sa musique, de ses chansons, de ses amitiés, voilà. Alors, votre maman a quand même cassé les codes, hein, puisque à cette époque-là, c'était quand même assez différent. Elle était prise de liberté. Et ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'elle était passionnée par les véhicules de collection. Oui. Elle était passionnée par la vitesse. Et un jour, elle a eu un grave accident. Est-ce que vous pensez que ça l'a un petit peu freinée ou pas du tout? Oui, je pense que l'accident lui a fait changer d'état d'esprit parce que c'est vrai que bien qu'elle c'est une femme intelligente et qui comprenait tout à fait ce qui lui arrivait avec le succès de son livre et le succès de ses romans, d'une certaine manière, je pense qu'elle se croyait invincible. Oui. Et je pense qu'à 22 ans, on peut, quand on a autant de succès qu'elle à cet âge-là, ce qui est extrêmement rare, on peut se croire invincible. Et je pense que cet accident de voiture lui a ramené un peu la réalité dans sa vie. Et je pense que le deuxième élément qui lui a fait prendre conscience d'une certaine responsabilité aussi, d'une certaine vérité dans la vie, c'est mon arrivée aussi. Oui, forcément. Oui. Alors, notre slogan au sein de l'Association des femmes chefs d'entreprise, c'est « Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles ». Ouais. Donc, que voulez-vous partager, témoigner auprès de toutes ces femmes chefs d'entreprise? Ça, c'est un beau challenge. Je dirais que il faut jamais je vais parler devant une audience qui est tout à fait convaincue, mais vous le savez comme moi parce que vous êtes des chefs d'entreprise et que tous les matins vous prenez votre épée, vous allez vous bagarrer. Je vous dirais qu'il faut jamais baisser les bras en fait. Il faut y croire et il faut aller en avant et à partir de là, on est porté. Enfin moi, en l'occurrence, j'ai eu le sentiment d'être porté grâce à cette énergie et que quand on a cette énergie, eh bien les portes s'ouvrent. Et voilà, lorsque les portes s'ouvrent, vous le savez comme moi, on est les rois. C'est beau.
Merci beaucoup, Denis Westhoff, pour ce partage. Merci infiniment pour... vous nous avez quand même révélé de belles informations. Et vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Alors, on vous invite à poser quelques questions avant le dîner. On va faire passer le micro et puis n'hésitez pas. Quelle était la place de votre père? La place? Vous n'avez pas du tout parlé. D'accord. Mais j'en ai pas parlé parce qu'on m'a pas donné le temps d'en parler. Mais on pourrait passer 2 heures ensemble à en parler. Enfin, pas de mon père, mais voilà. Mon père était un jeune Américain à l'époque qui avait la passion qui avait la bougeotte, qui voyageait beaucoup. Il avait quitté sa famille à l'âge de 16 ans en falsifiant sa carte d'identité parce qu'il avait un père qui était extrêmement autoritaire avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Et à 16 ans, il a trafiqué sa carte d'identité, il est rentré dans l'armée américaine. Il est resté 8 ans dans l'armée américaine et quand on s'est aperçu qu'il avait triché sur son âge, il était trop tard. Il était déjà majeur et officier. C'était un brillant garçon, intelligent, spirituel. Et il a passé donc 8 ans dans l'armée. Puis ensuite, il a choisi de venir en Europe pour faire une visite en Europe, en fait, avec des copains. Il est arrivé au Havre en 59. Il est descendu du bateau et en fait, il est jamais reparti. Il est resté en France. Il a tellement aimé la France qu'il n'a jamais voulu repartir. Et par le fait de relations, de circonstances, il a connu le meilleur ami, enfin le futur mari de la meilleure amie de ma mère. Et ils se sont connus dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Et entre ma mère et mon père, ça a été une passion immédiate. Et mon père et ma mère ne se sont pas quittés pendant 10 ans. Voilà. Ils ont divorcé tout de suite après le mariage. Ma mère s'est mariée enceinte parce qu'à l'époque, il ne fallait pas qu'une jeune femme soit fille-mère. Parce que la famille avait quand même des principes un peu bourgeois. Et ma mère s'est mariée enceinte. Et ils ont divorcé après, mais ils ont continué à vivre ensemble pendant 10 ans. Ma mère disait qu'elle préfère avoir un amant à la maison qu'un mari. Je ne sais pas qui veut poser une question. Donc je voulais dire 2 choses. Sagan, on se demande pourquoi aujourd'hui il y a un attrait, mais il me semble que elle fait partie de ces quelques femmes qui ont quand même révolutionné notre vie, à nous femmes aujourd'hui. Il y avait à l'époque Bardot, Gisèle Halimi, Françoise Sagan, et cette liberté, vu qu'on en manque de plus en plus, je pense qu'il ne peut qu'y avoir un regain pour cet amour de la liberté et c'est pas qu'un amour de liberté, c'est qu'en plus elle était frontale, elle assumait complètement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moins drôle, c'est un peu technique. Lorsque vous parlez de la propriété intellectuelle, normalement, donc après son décès, vous êtes propriétaire intellectuel jusqu'à vos 75 ans ou c'est différent pour l'écriture? Non, c'est pareil. C'est pareil? C'est pareil. Et après les 75 ans, il se passe quoi? C'est 70. 70? C'est 70. Alors, je reprends. Je suis propriétaire. En fait, je suis détenteur du droit moral. Ça veut dire que on ne peut pas faire imprimer un livre ou faire jouer une pièce de théâtre ou utiliser quelque œuvre que ce soit de François Sagan sans que je donne mon accord. Parce que je suis le garant moral de son œuvre et je suis censé représenter sa volonté de là où elle est sur Terre aujourd'hui, en fait. Et c'est une loi qui date de Napoléon et qui est formidable parce que ça garantit l'intégrité d'une œuvre, en fait. C'est ce qui m'a permis de gagner contre Bercy, en fait. Mais bon, c'est trop technique, mais bref. Donc c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc je vais pouvoir, et mes enfants vont pouvoir bénéficier des fruits de l'œuvre de leur grand-mère jusqu'en 2074. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps. Une autre question?
N'hésitez pas. Non. Bon, merci beaucoup Denis, merci beaucoup Agnès. Je vais rappeler quelques dates importantes pour nos adhérentes. Nous vous donnons rendez-vous le 20 juin pour l'Assemblée Générale à Toulon, avec également les 45 ans de la délégation de Toulon qui nous accueille. Le 26 juin, pour la première fois sur le territoire de Saint-Raphaël, nous avons le salon OZ qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, notre délégation sera présente avec un stand. Et le 1er juillet, nous aurons la joie d'introniser 12 nouvelles adhérentes, donc au domaine des praires au MI. Voilà. Donc concernant nos soirées ouvertes, nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. Ça va être long, mais ce sera encore mieux de nous retrouver à ce moment-là. Donc merci beaucoup et puis je vous souhaite une belle soirée. Profitez-en pour discuter et partager avec Denis. Et nous ne manquerons pas de partager toutes vos actualités. Voilà, merci beaucoup. Merci.